Il fut un temps, pas si lointain, où TV Liberté a explosé les compteurs sur la plateforme Google YouTube. Et c'est alors qu'est survenu l'inimaginable. Une censure brutale, totale, sans appel. Non pas une simple suspension, mais la fermeture pure et dure de nos chaînes par Google. Mais parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Et le choc a été d'une ampleur inégalée, une perte sèche estimée à ce jour à 300 000 €, et cela en quelques semaines. Et une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas laissés abattre. La riposte a été immédiate. Notre président Philippe Millau a sollicité tous les conseils possibles et interpellé le président du Sénat, appelant à voter enfin en seconde lecture la loi visant à lutter contre la fermeture arbitraire des comptes bancaires. Il entend aussi obtenir réparation en portant l'affaire devant la justice et faire rendre gorge à ceux qui ont tenté d'étouffer TVL financièrement. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. Et ce combat, nous ne le perdrons pas, à condition de ne pas relâcher l'effort. Vous avez compris que nous avons vraiment besoin de votre aide, et ce, avant le 20 juillet, date où nous devons faire face à de vraies grosses échéances. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine au programme, on va s'intéresser à cette atmosphère qui devient littéralement irrespirable en Europe. Blocages institutionnels, défiance vis-à-vis de la justice, vague de suicides. Les Européens, à commencer par les Français, se sentent littéralement dépossédés de leur destin. Alors, quels sont les ressorts du système en place? Comment en sortir? Comment renverser la table? C'est tout ce que nous allons voir tout de suite avec mon invité. Mais avant toute chose, vous le savez, chers amis, je compte sur vous pour le succès du Samedi Politique. Alors, pensez à m'accorder quelques instants pour cliquer sur le pouce en l'air, pour relayer cette vidéo. Et puis bien sûr, on se retrouve dès à présent dans les commentaires. C'est parti. Bonjour Virginie Joron, merci beaucoup d'être dans le Samedi Politique avec nous. Vous êtes députée européen pour le Rassemblement national depuis 2019. On vous connaît bien sûr pour votre combat sans limite contre la corruption au Parlement européen et notamment dans toutes ces affaires liées au Covid-19. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Pour commencer, j'ai une question très simple, Virginie Joron, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de discuter. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous n'avez pas un peu envie d'être déprimée? Non, bonjour et merci pour l'invitation. Pas du tout, au contraire, je pense qu'on a gagné, mine de rien, même si on voulait qu'elle parte. Mais en tout cas, c'était un très bon signe avant de partir en vacances. On a convoqué Ursula von der Leyen, c'est ça qu'il faut retenir. On a réussi à s'organiser en quelques temps avec plusieurs députés pour la convoquer avec tout son collège de commissaires pour qu'elle rende des comptes surtout sur le sujet du Pfizergate. Donc non, effectivement, honnêtement, je savais qu'une majorité de lâches allait voter pour von der Leyen, donc c'est pas une surprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a réussi à s'organiser avant les vacances pour convoquer Ursula von der Leyen. Et puis là, on verra, on va décrypter un petit peu les postures de chacun pour expliquer pourquoi ils n'ont pas voté von der Leyen, ce qui est très intéressant politiquement. Alors, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet, puisque vous faites bien sûr référence à la motion de censure qui a été votée au Parlement européen jeudi dernier. C'était une motion de censure qui avait été déposée par un député roumain dont le nom est George Piperea. Il était issu du groupe ECR. Alors ça, c'est original, on peut dire, parce que on peut pas considérer que le groupe ECR était spécialement favorable à la démission au retrait d'Ursula von der Leyen.
puisque notamment Giorgia Meloni, bien sûr, n'a pas voté en faveur de cette motion de censure que vous avez soutenue dès le départ, puisque vous avez signé le texte initial aux côtés de Thierry Mariani, d'ailleurs, rappelons-le, Oui. mais aussi de Sarah Knafo, députée Reconquête. Oui, tout à fait, effectivement. Ça démontre qu'il y a effectivement une fissure qui est en train de se mettre en place au sein du groupe ECR. Mais vous l'avez dit, Georges Piperia est roumain du groupe AUR et c'est lui qui a eu l'initiative de mettre en œuvre cette motion. Moi, je le connais très bien puisque j'avais suivi, vous savez, le dossier de l'annulation des élections en Roumanie. C'est comme ça on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble dans différentes commissions. Et c'est vrai, quand j'ai vu sa motion, écoutez, j'ai dit tout de suite, Georges, tu peux compter sur moi, sur la signature. Et ce soutien était franc, clair et précis. Mais c'est vrai que dès le départ, il me l'avait dit, il n'avait pas le soutien des Fratelli d'Italia, donc les Italiens de Giorgia Meloni, parce qu'on sait très bien qu'elle marche main dans la main avec Ursula von der Leyen. Et donc, de ce fait, excusez-moi, je mon chat là, elle s'incruste. Il est en pleine forme. Lui aussi, ça l'intéresse beaucoup, Ursula von der Leyen. Exactement. Et de ce fait, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de pression. Moi, il m'avait dit, Virginie, j'en reviens pas, beaucoup de pression. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été soutenu par une grande partie des députés du PiS, les Polonais. Parce que c'est intéressant de voir que c'est concomitant aux élections. C'est-à-dire qu'il y a eu le déclencheur, effectivement, il y avait Pfizergate, mais surtout pour Georges Piperia, qui est juriste, qui est avocat, une professeure à l'université en Roumanie. Le déclencheur, ça a été l'annulation des élections. C'est-à-dire que ça, c'était une atteinte à la démocratie. Et les Polonais l'ont suivi parce que eux aussi, ils ont eu des difficultés à faire entendre les résultats. Même aujourd'hui, c'est encore contesté par Donald Tusk. Et donc, de ce fait, ils ont tout de suite soutenu cette motion avec Georges Piperia. Mais après, c'est vrai que c'est une motion individuelle. Il fallait chercher des autres signatures. Et donc, on a réussi tous à co-signer cette initiative, mais au détriment effectivement de la volonté de Giorgia Meloni, qui a demandé à ses députés italiens de faire pression sur Georges Piperia. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était qu'au tout début de la signature de cette motion, vous aviez aussi des membres du PPE, des Slovènes d'ailleurs. Ils étaient un petit groupe, beaucoup de pression aussi de la part de leur groupe politique. Ils ont enlevé leur signature entre-temps. Parce que ça aussi, c'est intéressant de voir que tant que la motion n'est pas déposée, il y a des pressions pour enlever des signatures. Ça aussi, c'est hors cadre, c'est hors règlement, c'est juste une espèce de coutume qu'ils ont mis en place parce qu'ils veulent éviter la motion. En fait, c'est pour ça que je suis encore en pleine forme, parce que au détriment de toutes ces pressions, on change les règles à la dernière minute, eh bien, on a réussi à déposer cette motion. Pour nous, c'est quand même une sacrée victoire parce qu'il n'y en a pas une depuis plus de 10 ans et ils s'y attendaient pas parce qu'ils pensaient, honnêtement, ils pensaient que Giorgia Meloni la bloquerait, parce que c'était ça en fait leur intention. Ils voulaient bloquer la motion. Et ce qui est intéressant, c'est que hier, à la session de vote, vous pouvez le voir hein, si vous faites un zoom. Donc il y a l'ouverture de la session, tout le monde arrive, quelques-uns arrivent en retard, on les attend. Et en fait, tout le groupe de Fratelli d'Italia, il attendait à l'entrée. D'accord. Et dès que les votes se sont passés, vous avez vu tout ce petit groupe qui est arrivé comme une fleur s'installer et voter après. Parce qu'ils n'avaient même pas, le courage de montrer qu'il fallait qu'ils se positionnent. Parce qu'il y a 3 positions de vote. Hein. C'est contre, pour ou abstention. Et effectivement, l'abstention de la plénière. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc cette hypocrisie totale qui a été vue, effectivement, laissera des traces dans leur groupe, parce que ça veut dire qu'il y a des tensions en amont. Pendant le vote, on l'a vu, ce manque de courage, et puis maintenant, les effets à venir, même si Madame von der Leyen ne part pas, mais elle est égratignée hein, par cette motion et par cette initiative du groupe ECR, parce que le groupe ECR, il est partenaire de beaucoup de dossiers, de votes, d'amendements, de délégations avec le PPE. C'est-à-dire que le PPE a essayé pendant la première année de travailler avec les socialistes, les écologistes et les macronistes, mais ils se sont rendus compte que sur des dossiers, notamment sur le Green Deal, sur la PAC, eh bien, ils voyaient bien que toute la politique qui a été mise en œuvre pendant 5 ans par von der Leyen au regard du Green Deal, ça a un impact surtout en Allemagne. On voit que l'industrie automobile est en train de mourir. On voit que les entreprises ne sont pas en pleine forme. On voit qu'il y a une grogne des agriculteurs. Donc, si vous voulez, ils ont pris en compte cela, le PPE allemand. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu une tendance à vouloir chercher des voix du côté de Meloni, du côté de Serre et même du côté de notre groupe, les Patriotes.
Donc, effectivement, on sait que cette motion et ce vote qui paraît anodin pour certains, qui paraît une victoire, ou pour certains parce qu'une espèce de majorité a reconduit Van der Leyen, eh bien, c'est le vernis qui cache la réalité. Oui, parce que il faut le dire, il y a que 175 députés du coup qui ont voté pour la motion, donc contre Van der Leyen. En gros, il en fallait plus du double pour réussir à hâter son Oui. départ, j'allais dire, et voter cette motion de censure du Roumain. Qu'on revienne, vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne, notamment ces pressions qui ont eu lieu sur le groupe ECR, sur les membres du groupe ECR. Donc, pour je résume rapidement pour nos téléspectateurs, il faut bien comprendre cette motion a été présentée par un député roumain qui est membre du groupe ECR, groupe qui est présidé par Giorgia Meloni, donc la présidente du Conseil italien, dont le groupe de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, est très important et très influent. Il y a également d'autres députés qui, eux, donc Giorgia Meloni a donné la consigne de ne bien sûr pas voter cette motion de censure, qui pourtant était présentée par un membre de son groupe, Ouais. et d'autres membres ont voté en faveur de cette motion de censure. Donc on assiste littéralement à une explosion du groupe ECR pour le moment. Et puis ces pressions que vous nous racontez, on ne peut pas s'empêcher de les mettre en parallèle avec ces histoires de Qatargate, ces histoires de Exactement. corruption auxquelles vous faites référence, notamment autour de Pfizer, etc., etc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Ça. institution qu'est le Parlement européen en réalité, où les députés ne peuvent pas voter en leur âme et conscience, où il y a une pression de Exactement. groupe? Qu'est-ce que c'est que ça? Racontez-nous, vous, votre vision de Oui. l'intérieur. Bah, écoutez, c'est vraiment c'est la photographie de la réalité de ce Parlement européen. On vous fait croire qu'il y a une démocratie, et en fait, à l'intérieur, il y a que du chantage et des pressions, des lobbyistes, de la corruption. Vous avez résumé un petit peu cette image déplorable du Parlement. Pourquoi? Je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, pression du PPE pour faire enlever des signatures de la motion pour les Slovènes. Parce qu'en échange, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Des postes, des vice-présidences, des délégations. Ça marche au chantage. Là, le plus gros chantage qu'on a découvert le jour du vote, c'est-à-dire qu'en début de semaine, les socialistes qui sont pas en faveur aujourd'hui de la politique de Van der Leyen. Hein, il y a 3 semaines, j'étais sur un autre dossier qui s'appelle les green claims, c'est-à-dire les allégations vertes, c'est-à-dire c'est toutes les publicités de certaines entreprises pour favoriser le fait qu'ils eux aussi embrassent l'écologie, vont vous vendre qu'eux aussi respectent l'écologie avec un étiquetage, avec voilà. Donc nous, il y avait un dossier à ce sujet pour contraindre encore plus ces entreprises à aller plus dans l'écologie, et surtout quand ils disent par exemple si vous prenez le train, eh bien vous allez sauver la planète, eh bien il faudra le prouver avec des audits extérieurs. Et donc c'est vrai que c'était un dossier qui était contraignant, encore une fois pour l'industrie. Et on s'est mis d'accord avec d'autres groupes politiques, le PPE notamment et l'ECR, et on a demandé à la Commission de retirer le texte, aux grandes dames des socialistes, aux grandes dames des écologistes, aux grandes dames des macronistes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, il y a 3 semaines? Ils ont envoyé une lettre à Madame Van der Leyen, la critiquant, lui demandant de raisons pour revenir sur ces dossiers. Donc, ils l'ont critiqué ouvertement, et ils lui disaient même que c'était une dérive vers l'extrême droite et qu'ils ne soutiendraient plus Madame Van der Leyen si elle continuait comme cela. Mais ils ne savaient pas qu'on allait déposer la motion. Donc, on a posé cette motion entre-temps, et donc on leur a donné l'opportunité finalement de s'exprimer contre Van der Leyen. Ils avaient donc l'opportunité, comme nous, de la sanctionner pour eux, ce motif, même si nous ne le partageons pas. Et donc, l'hypocrisie est totale. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré cette motion pour eux négocier en off, et c'est ce qu'on a appris, parce qu'au début de semaine, les socialistes ont dit on ne prend pas part au vote, donc ils sont 130, et c'est un coup de pression qu'ils ont mis à Madame Van der Leyen, donc le chantage, pour pouvoir obtenir d'autres intérêts. Notamment, là, on vient d'apprendre, comme il y a on est en train d'examiner le budget de l'Union européenne, eh bien, il y avait des fonds qui étaient dédiés à l'emploi et au social qui s'abaissaient, évidemment, parce qu'on a d'autres priorités, notamment au regard de l'industrie et de la compétitivité. Et donc, ce fonds commençait à se réduire pour le prochain budget. Donc, ils ont négocié avec Von der Leyen. Ils ont dit, voilà, tu veux nos votes? Alors, oui, mais en attendant, tu augmenteras le budget pour ce fonds social. Et ils l'ont obtenu. Vous voyez, c'est ça leur démocratie. Un autre exemple, Madame Manon Aubry, la France Insoumise.
elle aussi dit en début de semaine qu'elle ne prendrait pas part au vote parce qu'elle estime que cette motion est complotiste, c'est ce qu'elle a dit, hein, qu'elle est déposée par l'extrême droite, alors que vous voyez bien que dans les signataires, vous avez des gens du PPE et vous avez des gens du ECR, des non-inscrits, dans les non-inscrits aussi des anarchistes. Donc c'est du n'importe quoi, c'est juste pour pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses électeurs, parce qu'on le sait qu'elle a un double discours. On le sait qu'en France, elle va critiquer von der Leyen, et on voit très bien qu'à Bruxelles, elle l'embrasse, elle la félicite, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle prend pas part au vote. C'est trop facile, parce que ses électeurs, finalement, ne vont pas voir son nom sur la liste de ceux qui ont voté ou pas, parce qu'il y a les pour, les contre et les abstentions. Et elle était présente dans l'hémicycle. Tout son groupe était présent. Même Rima Hassan était présente. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, elles ont tweeté toutes les deux qu'elles étaient présentes. Elles sont présentes, mais elles ne bougent pas. C'est facile, comme ça, on ne voit pas leur nom inscrit sur le marbre. Donc, c'est de l'hypocrisie totale. C'est pour moi une atteinte à la démocratie, c'est se foutre de leurs électeurs. Et des cas comme ça, de pression, de atteinte à la démocratie, finalement, c'est un nouvel épisode de ce que nous, on peut voir. L'histoire, notamment de ce chantage qui est hallucinant, mais ça fait partie, on va dire, du jeu, comme quand une fois, je l'avais dit par vidéo, le matin, on nous annonce qu'il y a un vote en commission sur la démocratie, et vous avez Nathalie Loiseau qui, déjà la veille, a annoncé qu'elle serait présidente de la commission. Vous voyez, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la commission pour la bouclier pour la démocratie, et j'avais effectivement montré cette folie où on vous fait croire que c'est une institution qui respecte les valeurs, notamment de la démocratie. Alors, on s'est occupé du sort de l'extrême gauche avec Manon Aubry et Rima Hassan, dont vous nous avez parlé, avec un comportement pour le moins original au sein de l'hémicycle européen. Ce serait dommage quand même d'oublier aussi le comportement de ces députés de droite qui parfois tentent un peu de surfer sur cette question de l'opposition. On peut penser, alors évidemment, c'est celui qui me vient en tête en premier, c'est François-Xavier Bellamy, qui lui aussi n'a pas accepté de voter cette motion de censure contre Ursula von der Leyen. Oui, ben, tout à fait, parce que c'est un groupe politique qui se réduit comme une peau de chagrin. Et donc, ils sont de moins en moins nombreux et finalement, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Ils sont une poignée de députés, invisibles, même en France, à part François-Xavier Bellamy, mais honnêtement, je suis pas étonnée. Je pensais plutôt qu'il aurait fait comme Manon Aubry. J'avoue que je pensais, parce que c'est souvent ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est présent, mais il prend pas part au vote, parce que là, effectivement, là, c'est clair, net et précis, il a soutenu von der Leyen. Donc, et tout son groupe, il n'est pas tout seul. Donc, c'était la consigne de vote. C'est lui donc qui a pris cette décision, qui l'assume, et donc c'est sa consigne de vote auprès de ces députés du Rassemblement des Républicains. Non, je pensais, vous savez pourquoi je pensais à ça? Parce que je pensais à Castillo, qui est UDR, et qui pour le coup, lui, n'a pas voté contre la motion. Donc là aussi, il faudra vérifier si entre eux, il n'y aura pas une fracture, si elle n'est pas déjà en train d'être mise en œuvre. Donc là aussi, c'est intéressant parce que je crois qu'ils sont deux à ne pas avoir voté contre von der Leyen. Il faudra juste vérifier s'ils étaient présents ou absents. C'était Monsieur Gomard et Monsieur Castillo qui n'ont pas pris part au vote comme la consigne était annoncée par François-Xavier Bellamy. Alors, on l'a dit, parmi les raisons de la motion de censure qui a été proposée par votre collègue roumain, il y a notamment ces histoires de corruption qui touchent Ursula von der Leyen, des histoires de corruption qui n'en finissent plus. Vous avez été très engagé dans cette lutte contre Ursula von der Leyen et les fameux contrats Pfizer. Justement, c'est peut-être l'occasion de faire un point. Comment voyez-vous les choses? Où on en est déjà? Est-ce que ces SMS, les fameux SMS de Ursula, sont enfin dévoilés? On aurait aimé, mais je pense que ce qui a été le déclencheur de cette motion, c'est effectivement la décision de justice. Il y a une décision de justice qui a été faite au mois de mai de cette année par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a sanctionné la Commission pour son manque de transparence, parce qu'elle n'a pas souhaité rechercher ces SMS. Et quand on lit l'arrêt, on voit bien que eux, ils ont eu accès aux SMS. Donc ces SMS, pour moi, ils existent. Mais on le sait depuis le début, et là, c'est acté, c'est-à-dire que la Commission protège Ursula von der Leyen. D'où cette initiative, d'où cette motion. C'est-à-dire, c'est concrètement, quand on regarde cette décision, la première information, c'est qu'il est bien inscrit que les SMS existent, puisque eux, ils ont eu accès à ces SMS.
De deux, on voit bien que l'OLAF et le procureur européen ne réagissent pas parce que moi, suite à cette décision, j'ai ressaisi le procureur européen et en même pas 2 semaines me répondait qu'il n'y avait pas de base juridique à ma demande. L'OLAF, c'est l'organisation de lutte antifraude, qui est un autre organe normalement indépendant de la Commission qui lutte contre la fraude dans l'Union européenne. Et bien, effectivement, là, on va saisir cette organisation pour qu'elle regarde ce dossier. Mais la conclusion, en fait, de toutes ces années où on a essayé d'avoir la vérité sur ces dossiers, c'est que elle est protégée. Très honnêtement, on le voit par les institutions. Le procureur européen mouline mouline depuis 3 ans. Là, il me répond qu'il n'y a pas de base juridique. Ça se fout vraiment de moi, Laura Kövesi, aussi une Roumaine, mais pas du bon côté. La justice, vous avez vu Frédéric Baldan qui a fait des recours, ça n'avance pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans son dossier. La commission spéciale, pendant 1 an et demi, on nous a fait tourner en bourrique. Il s'est rien passé. Les recommandations de la médiatrice Emily O'Reilly, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas eu d'effet. Les recommandations aussi de la Cour des comptes, eux aussi, voyaient qu'il y avait cette problématique de manque de transparence, de mauvaise gestion. Pareil, pas de problème, puisqu'en fait, malgré toutes ces recommandations, ils continuent à contractualiser dans notre dos. Je vous donne un exemple. On vient d'apprendre que la Commission a encore contractualisé pour 163 millions d'euros de vaccins Pfizer. J'ai envie de dire pourquoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le péril dans la demeure avec cette pandémie ? J'ai envie de dire non, mais il y a effectivement une opacité qui est réelle et surtout une protection de toutes les institutions au regard de cette industrie, j'ai envie de dire. En fait, il faut aller plus loin que Van der Leyen. C'est au regard de cette industrie. C'est ça qui est plutôt problématique. Pardon de vous interrompre, Virginie Joron, mais on a vraiment l'impression là d'assister à David contre Goliath, c'est-à-dire que on sait combien vous avez dépensé de l'énergie sur ce combat. Vous citiez Frédéric Baldan. Je pense qu'on peut aussi saluer la mémoire de Michel Rivasi, qui a travaillé à vos côtés pendant très longtemps et qui est disparu en novembre 2023, mais qui était aussi précurseur, lanceur d'alerte sur ces dossiers. On a le sentiment que c'est un peu la stratégie d'attrition aussi dans ce dossier-là, en réalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la justice classe, la justice oublie, la justice tranche en disant bon, on a vraiment voilà, et c'est toujours le méchant qui s'en sort, j'allais dire. Je sais pas. Alors c'est vrai qu'on peut le voir de cette manière. Moi, je me dis, on est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a déposé cette motion. Lundi soir, elle n'est pas venue en super forme. Elle n'est pas venue apaisée. Elle n'est pas venue confiante. Elle avait les traits tirés et elle n'était pas en super forme. Et ça, et l'avoir convoquée, avec une petite bande de députés qu'elle méprise du plus haut point, a réussi à la convoquer à la veille des vacances, après 1 an de bilan, je pense que c'est une victoire. Et j'ai envie de dire oui, bien sûr, qu'on aurait aimé un vote sanction. Moi, j'aurais juste aimé en fait qu'elle dise, écoutez, vous savez quoi ? J'ai été condamnée, je m'en vais. Ça aurait été tout à son honneur. Elle serait partie presque blanchie de la situation. Je dis ça entre guillemets. Mais bon, ça aurait été tout à son honneur parce qu'on n'a rien inventé, c'est que du factuel. Qu'il y ait une bande de crétins, j'ai envie de dire crétins, lâches, qui continuent à la pousser vers l'avant. Ok, ça c'est la politique, ils ont négocié, vous avez vu, c'est que du chantage, c'est assez minable. Mais humainement, je pense que c'est à elle maintenant de répondre soi-même à toutes ces années, à toutes ces erreurs. Et si elle est en pleine conscience avec ça, libre à elle. Je pense que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc c'est pour ça, quand je suis pas déprimée, je suis pas vaincue. Au contraire, pour moi, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Le chemin, pour moi, il est atteint. Évidemment, ça n'a pas abouti. Mais le message, il est là. Et je pense que l'autre message, c'est de se dire qu'on a réussi à s'organiser en très peu de temps. On peut le refaire demain. Et qu'aujourd'hui, on a compris qu'en utilisant différents outils, le recours à la justice, le recours politique, des pseudo-commissions, des lettres à Metsola, elle s'en fiche, je crois qu'elle les regarde même pas. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer la motion. Et moi, je pense que c'est un rendez-vous politique majeur, déjà pour venir se justifier, et de deux, pour demander aux autres de se justifier aussi par rapport
des valeurs qu'ils prétendent défendre. Parce que c'était quoi, en fait? Quand on lit, on prend du recul. Oui, c'est Pfizer-Gate, mais en fait, Pfizer-Gate, c'est problème de transparence, de conflit d'intérêts, de copinage, d'effets secondaires, de problèmes de santé. Il y a quand même des effets secondaires encore aujourd'hui. Ça, c'est un autre volet. Ça sera, je pense, la prochaine étape de notre combat. Qui paye quoi? Aujourd'hui, on continue à acheter des vaccins sans que les laboratoires soient responsables. Donc, on va continuer sur un autre volet. Mais je me dis que ça n'a pas eu, c'est pas sans impact, c'est pas sans effet. Et je pense que ça aura. Il faut être patient, mais je ne sais pas si elle tiendra encore 4 ans. Puissiez-vous avoir raison. On va faire un petit pas de côté depuis Bruxelles pour aller jusqu'à Paris. On a vu également que Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran, qui étaient poursuivis par la Cour de justice de la République pour 2 motifs globalement, mise en danger de la vie d'autrui, mais aussi abstention volontaire de combattre un sinistre, le sinistre étant en l'occurrence le Covid-19 à l'époque. Ils étaient d'abord poursuivis, potentiellement mis en examen. Finalement, ils ont été requalifiés seulement en témoins assistés. Et cette semaine, on a appris, figurez-vous, qu'il y aurait un non-lieu pour cette affaire. Est-ce que vous êtes surprise, là encore, par cette décision de justice, de la Cour de justice de la République, qui est si particulière? On voit très bien que depuis quelque temps, l'état de droit en France n'existe plus et qu'il y a une espèce de protection qui est mise en place pour un système qui est pour moi à l'agonie. Je dis à l'agonie parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a beaucoup de scandales. Celui-là est un scandale énorme. On voit qu'il y a des effets secondaires. On voit que chacun, même eux, avaient durant cette pandémie quand même admis qu'il y avait des erreurs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec la complicité de la justice, eh bien, on les blanchit. Donc c'est pareil, c'est le même système. C'est finalement le même système qui est mis en place. C'est vrai que moi, je crois toujours à la justice, mais bon, on voit bien que sur ce dossier, depuis le début, mais c'est pas que eux, c'est-à-dire que depuis le début, on essaye de protéger tous ceux qui, pendant la pandémie, ont pris des décisions. Bruxelles, Ursula, en France, Véran et tous ces ministres de la Santé qui ont défilé pendant la crise Covid. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une espèce de stratégie je veux dire même mondiale, hein, parce que dans d'autres pays, c'est la même chose. On n'arrive pas à trouver les responsables. Aux États-Unis, on attendait beaucoup de Kennedy. On va voir où il en est pour nous donner effectivement l'impulsion pour pouvoir nous continuer, pour demander des comptes, pour trouver les responsables. Et au final, finalement, même les laboratoires qui ont été exclus de responsabilité parce que il y a eu des effets secondaires, on a toutes les statistiques, il y a eu des recours de certaines personnes, notamment en France. On voit bien qui paye à la fin. C'est l'État. Et c'est nous. Donc c'est les Français. Exactement. Bien sûr. Alors justement, sur cette question, ce que je vous propose, c'est d'écouter Olivier Véran. Il s'est exprimé en mars 2022. Il agissait quasiment en VRP d'AstraZeneca. On le regarde. Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d'AstraZeneca. Et donc je le dis, il n'y a pas de démarche particulière à entamer. Les gens ne sont pas en danger parce qu'ils auraient été vaccinés par AstraZeneca. C'est que je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca. Alors c'est amusant parce qu'Olivier Véran incitait les Français à aller recevoir le vaccin, notamment AstraZeneca. Il expliquait qu'il n'y avait aucun problème, parce qu'Olivier Véran le savait, il n'y avait aucun problème, c'était sûr, efficace, testé, éprouvé, etc., etc. On se replace un peu dans le contexte. Et pas de bol, même pas 2 mois plus tard, le vaccin AstraZeneca était retiré. Je sais pas si cette émission peut aider la justice, mais ça, c'est quand même une preuve au minimum de la légèreté de nos décideurs politiques en termes de santé publique. Tout à fait, et j'espère qu'il y a des recours en France, mais il faudra faire des recours individuels parce qu'on sait très bien qu'en France, les recours collectifs, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que le cas de AstraZeneca est intéressant parce que c'est un des cas où on a vraiment une réalité de problématique entre l'injection et les effets secondaires, entre l'injection et les décès. Et il n'y avait pas qu'en France, hein, le premier cas venait de Suède, de mémoire, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré ces doses des pays où ils avaient commandé tout un stock de vaccins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce stock de vaccins, vous vous rappelez? Ils les ont envoyés en Afrique. Voilà, on s'est dit... Sympa. Donc, hein, c'est sympa.
on nous fait Mais on se rappelle, soit dit en passant, de ce grand ponte de l'hôpital Cochin qui avait expliqué qu'au départ, si on ne savait pas où tester les vaccins et qu'il fallait tester rapidement, il y avait qu'à les tester sur les Africains, hein. D'accord, bah oui, bah ça fait partie effectivement de cette même logique. Mais c'est pour dire qu'effectivement, là, cette preuve, elle est réelle, où effectivement, on a poussé, et Véran le premier, a poussé à la vaccination avec celui-là où on a vraiment un lien direct entre l'injection, les effets secondaires, où il y a eu des cas, notamment en Angleterre, hein, puisque c'était là où il y avait le plus de stocks qui ont été diffusés auprès de la population. Et puis après, effectivement, une espèce de déresponsabilisation de tous les ministres de la Santé qui, vous avez vu, hein, il y en a eu, je crois, un tous les 9 mois depuis la crise de la pandémie, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait une problématique autour de ces injections. Mais c'est vrai que quand on regarde de plus près toutes les campagnes d'injection, il n'y a personne qui est responsable, même celui qui a injecté les gens, parce que rappelez-vous, c'était des centres de vaccination. Moi, j'y suis pas allée, hein, je le dis, mais c'était des centres de vaccination, c'était un peu l'usine. Comment on arrive à faire le lien de la responsabilité même du médecin qui a injecté et après du laboratoire. Donc c'est vrai que c'est pour beaucoup, c'est Et si je peux me permettre là aussi de vous interrompre, on se rappelle que TV Liberté avait fait un micro-trottoir à la sortie d'un vaccinodrome au tout début, porte de Versailles, et les gens ne savaient même pas quelle substance leur avait été injectée. exactement. Ils savaient pas si c'était du Pfizer, ils savaient pas si c'était du Moderna, enfin c'était la roulette russe quoi, sans mauvais jeu. Exactement. Mais c'était voulu. C'était voulu pour ne pas pouvoir remonter le fil de la responsabilité. Et c'est vrai qu'en dernier recours, eh bien, on attaque le ministre de la Santé, mais ils ont toujours été protégés. Je veux dire, l'affaire du sang contaminé, ils ont été aussi protégés. Enfin, on a des cas, c'est dans l'histoire de la Ve République, il y a toujours eu des scandales, et à chaque fois, les ministres ont toujours été blanchis. Et il y a toujours des sortes de lampistes qui prennent pour les autres quoi. Voilà, exactement. Alors, on a vu ces étonnantes décisions de justice qui ne peuvent pas trancher, qui peinent à prendre des décisions un petit peu lapidaires à l'égard des ministres en exercice ou en tout cas des dirigeants politiques du système, allais-je dire. On a vu aussi que la justice avait une capacité à se mettre en branle beaucoup plus efficace quand il s'agissait des opposants politiques. Alors, à tort ou à raison, c'est pas à moi d'en juger, bien entendu, mais alors, je veux bien, avec vous, retracer les quelques derniers jours qui ont été un petit peu toniques, j'allais dire, pour la direction du Rassemblement national. Le 3 juillet, on apprend l'ouverture d'une enquête au parquet européen, pardon, pour des irrégularités financières qui porteraient entre 2019 et 2024 pour la somme de 4 millions 300 000 euros pour le Rassemblement national. Jordan Bardella a d'ailleurs évoqué cette affaire. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite avant de reprendre. J'y vois le signe d'une nouvelle opération de harcèlement de la part de l'administration du Parlement européen qui, de manière extrêmement inquiétante, a pris la responsabilité de diffuser des correspondances internes dans le cadre même d'une procédure contradictoire. Je pense que personne n'est dupe de ce type d'opération. Alors Virginie Joron, j'imagine que, bien entendu, vous partagez les propos de Jordan Bardella, mais quel est votre point de vue personnel sur toute cette question? Ça fait partie aussi d'une stratégie de la volonté de liquider notre parti. Je retrace un peu l'histoire, vite fait. On nous a toujours mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'on nous a empêchés d'accéder à des prêts bancaires. Les banques ne nous prêtaient pas. Et quand on a voulu s'organiser autrement, on a trouvé des militants, des adhérents qui veulent bien nous prêter. Donc il n'y a rien d'illégal, c'est un prêt qui est d'ailleurs transmis au compte de campagne et qui sont validés. Donc il n'y a rien, tout est transparent. Et donc je pense que tout est fait pour essayer de liquider notre parti. On veut liquider notre candidate aux élections présidentielles de 2027. Hein, ça fait partie de la même stratégie parce que effectivement, à chaque élection, à chaque année qui passe, notre parti reste toujours premier de France et même premier parti en Europe, puisque aux élections européennes, nous en fait plus de 30% et nous étions la délégation la plus importante. Donc, malgré toutes ces embûches, malgré toute cette campagne de nigrement, eh bien, ils ont compris que le nerf de la guerre, c'est deux choses.
l'information et l'argent. L'information, campagne de dénigrement, et l'argent, c'est nous couper les vivres. Ils n'ont pas eu de chance, comme à chaque élection, on a de plus en plus de députés, donc ça veut dire qu'on a une enveloppe plus importante pour le parti. Donc ils se sont dit, bon, on va attaquer au national, on va attaquer à l'Europe. Vous avez évoqué l'histoire du parquet européen, qui maintenant met le nez dans les comptes, pas du groupe du Rassemblement national, dans le groupe Identité et Démocratie, où siégeait le Rassemblement national. Effectivement, c'est un dossier qui est à peine ouvert, là, avant les vacances, où ils estiment qu'il y a eu détournement d'argent. Alors, j'ai regardé le dossier, et ils considèrent que les dons de certains députés européens à des associations locales, parce qu'une association, c'est souvent local, c'est une association qui est soit dans votre région, soit dans votre ville. Enfin, ça dépend, ils auraient pu donner à SOS Méditerranée. Oui, exactement, mais elle reste Ça locale, n'aurait elle a pas posé basé de problème. Et là, ça effectivement pose pas de problème. Et quand c'est une association apparemment pour le bien-être des chats, des chiens, apparemment, ça leur pose problème. Donc, si vous voulez, en fait, ils ont mis en place une stratégie. Ils se sont dit, on va tout faire pour les tuer. Donc, comme ils ont fait un peu en Roumanie, je le fais leur parallèle, mais c'est à peu près la même stratégie. En Roumanie, eux, ils se sont dit, on va les laisser passer, mais il y avait panique dans la demeure. Premier tour, paf, ils se prennent un Georgescu, ils l'ont pas vu arriver. Qu'est-ce qu'ils disent? On annule, c'est TikTok, c'est l'algorithme, oh là là. Voilà, ça, ils se sont inventé un truc, c'est passé de justesse. Là, ils se sont dit qu'avec eux, le Rassemblement national, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va mettre en œuvre une stratégie. D'abord, notre candidate. Campagne de dénigrement, comme d'habitude, ils vont voir les comptes de Facebook de nos candidats, voir ce qu'ils ont liké il y a 35 ans, et oh là là, c'est des machins, c'est des bidules, c'est des complotistes, de toute façon, voilà, le même narratif et les mêmes anathèmes qu'ils ont depuis des années. Et là, ils se sont dit, bon, ils se sont bien organisés, maintenant, en fait, on n'a plus besoin de banque, si ce n'est que, notamment pour les campagnes électorales, pour faire des prêts. Donc, on est allé se retourner vers nos adhérents. Et effectivement, il n'y a pas que, comme ils considèrent, des gueux, comme il n'y a pas que des sans-dents, il y a aussi des... Non, mais c'est ça. Et ils se sont dit, tiens, maintenant, ils ont d'autres donateurs, ils ont des gens qui ont envie qui croient en nous et qui veulent nous aider. Et donc, ça les dérange. Donc, ils se sont dit, bon, on va attaquer encore une fois sur les comptes du groupe Identité et Démocratie, parce qu'on a clôturé nos comptes, on a même rendu de l'argent. Attendez, ils ont clôturé le compte du groupe Identité et Démocratie, on a rendu 2,6 millions au Parlement. Ça, ils n'en parlent pas. Ça, vous voyez, vous avez que l'autre côté, c'est-à-dire, oui, oh là là, on a détourné 4,3 millions. Je vous dis, toutes les règles, puisque que des règles au Parlement, pour faire un don à une association, il faut remplir un cahier des charges, idem pour les appels d'offres, et c'est validé par des cabinets d'audit extérieurs. Donc, pendant 5 ans, on nous a rien dit. Là, on clôture le compte et là, d'un coup, il y a 4,3 millions qui ont été détournés. Donc, c'est aussi une campagne de dénigrement. Encore une fois, je vous dis l'exemple, on a quand même rendu 2,6 millions, parce que là, ils n'en parlent pas. Et en parallèle, au niveau national, c'est la même attaque. Ils vont faire cette perquise, tout de suite 20 policiers, ça fait du bruit, tout le monde relaie l'information. Les comptes de campagne ont été clôturés et là, ils récupèrent tout. Toute la messagerie, tous les ordinateurs pour chercher quoi? Alors justement, je vous propose qu'au sortir de cette perquisition, qui a eu lieu mercredi, on écoute Laurent Jacobelli, un député national du RN. Cette perquisition, on se demande à quoi elle sert, si ce n'est probablement à connaître nos secrets de fabrication et les futures stratégies pour les municipales, les législatives qui pourraient arriver et la présidentielle. Tout cela n'est pas à l'honneur de ceux qui nous gouvernent, ni même à la hauteur de notre démocratie. Qu'est-ce qui vous semble intolérable dans cette situation? Ce qui nous semble intolérable, c'est, allez, disons-le, le harcèlement, la persécution qui est faite contre le Rassemblement national, contre ses dirigeants et contre ses cadres. Vous avez assisté donc à une perquisition où le premier parti d'opposition de France, et encore, moi je ne me prononce pas, je veux dire à tort ou à raison, est-ce que la justice a raison de le faire? Je constate simplement que le premier parti de France, après avoir vu sa candidate éliminée et frappée d'inéligibilité, assiste à une perquisition de tous ses ordinateurs, des téléphones, enfin de toutes les données en gros qui concernent son mouvement à moins de 18 mois de la prochaine élection présidentielle pour laquelle vous avez déjà plus de candidate pour le moment, en tous les cas. Exactement, et puis avant il y aura les élections municipales. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une volonté de liquider
notre parti. Et c'est aussi encore une façon de montrer à nos donateurs, de montrer à nos prêteurs l'intensité de la force qu'ils mettent en œuvre pour casser en fait les gens qui aimeraient nous aider. Pour montrer, on le sait parce que Jordan nous l'a dit, ils ont convoqué papy et mamie qui nous avaient prêté un peu d'argent en garde à vue avec une audition à charge et des questions hallucinantes. Donc vous avez papy, mamie qui prêtent au Rassemblement national, qui sont contents, c'est leur acte citoyen, et en échange ils sont convoqués par la police et on les traite comme des malfrats. Vraiment, on les a traités comme des malfrats, comme si c'était illégal de prêter de l'argent à un parti, comme vous l'avez dit, premier parti de France, où on respecte toutes les règles, de démocratie les plus absolues, et en échange, parce que on a le vent en poupe, parce qu'à tous les sondages, on est premier, parce qu'à toutes les élections, on gagne ces élections, c'est la démocratie. Et malgré toute cette campagne de nigrement, malgré le fait qu'ils veulent contrôler les plateformes, je dis ça parce que pour moi, je fais le lien. Pourquoi ils veulent contrôler les plateformes ? Pourquoi ils veulent mettre sous cloche l'information ? Parce qu'ils ont compris que c'était pour nous une manière de s'exprimer directement avec les citoyens. On voit bien que les médias mainstream ne nous invitent pas, ou quand ils nous invitent, c'est pour nous dénigrer, nous faire passer pour des huluberlus, c'est pour nous mettre en difficulté. Moi, je vois au niveau local, les dernières nouvelles d'Alsace, je n'ai jamais d'article. Le peu que j'ai, c'est dans les chuchotements. C'est une rubrique le canard enchaîné du coin pour dire que j'ai été en Syrie parce que je bois de l'avocat, je suis pro-russe. Enfin, bon, c'est de là. Oui, non, mais vraiment, on est à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est vrai que nous, notre réaction, moi, je veux plus travailler, je n'ai pas envie de parler à ces gens-là. Moi, je suis pour du journalisme neutre. Vous savez, c'est le groupe EBRA. Je reprends cet exemple parce qu'il est intéressant. Le groupe EBRA DNA. Vous avez le directeur qui a liké un post de Sarah Knafo, un post de Marion Maréchal, et il a dû démissionner sous pression des syndicats en 2025. Donc c'est vrai que je le rattache à cette campagne de liquidation parce que vous avez tout un système aux avoirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui ne contrôle plus rien, qui se rend compte que les plateformes, que les médias alternatifs permettent un discours direct. Et c'est vrai que, comme ils n'arrivent pas à contenir cette information, eh bien, ils attaquent les finances. Comme vous, d'ailleurs, je crois. Ça ne m'a pas échappé, effectivement. Mais ce qui est très intéressant, ce que vous expliquez, Virginie Joron, c'est cette espèce de système, de mastodonte, de Moloch presque, qui s'abat sur les opposants au système. Et c'est intéressant de voir tout ça et de s'extraire un petit peu de la question du Rassemblement national, parce que en réalité, la question n'est pas de savoir si on soutient ou non le Rassemblement national, si le Rassemblement national fait son travail à 100% d'opposition. C'est pas la question. Il faut bien que les Français comprennent en réalité ce que ça coûte d'être dans l'opposition, peu importe qu'on le soit, j'allais dire à 50% du temps, à 60% du temps, à 100% du temps, c'est toujours trop pour le système en réalité. Exactement, et c'est vrai que ce qui est le plus dingue, c'est que ce sont le système qui se dit démocrate, qui défend des valeurs, qui défend la diversité, qui défend le pluralisme. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que non, on est dans un système autocratique, voire dictatorial. Pourquoi on vous coupe les comptes ? Je veux dire, moi, on me l'a fait aussi, mais on le fait à tous les opposants. Parce qu'en fait, finalement, ils critiquent la Russie, ils critiquent tous ces régimes autoritaires. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Hein. On regarde ce qui se passe en France. Hein. Quand on trouve qu'en 2025, on empêche, je crois que c'est aussi chez Frontières, Éric Tegner, lui aussi, il a plus de compte bancaire. Pourquoi ? Pour quel motif, en fait ? C'est quoi le motif ? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Les banques ne donnent pas de motif. Exactement. Et puis, on sait très bien que sans compte bancaire, on fait rien. On n'a plus aucune activité. On n'existe pas, en fait, sans compte bancaire. Et en plus, donc, quand vous voulez, c'est ce qui nous était arrivé il y a quelques années, quand on n'a pas de compte bancaire en France, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'aller dans d'autres pays. Là aussi, de plus en plus, c'est limité. Et aussi, c'est le même mot d'ordre. Donc, après, à un moment donné, quand on fait après le maintenant... Soit dit en passant, quand on ouvre un compte à l'étranger, on nous dit « Ah, comment ça se fait que vous avez un compte à l'étranger ?» Exactement, ingérence étrangère. Donc ça pousse évidemment à commettre quelque chose qui, dans l'esprit des gens, n'est pas perçu comme une façon de se défendre, mais qui est encore perçu, là encore, comme une façon de pas être dans les clous.
Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, être dans les clous, c'est être dans les clous du système. C'est très compliqué en Exactement, réalité. c'est très compliqué. Et c'est vrai, quand vous regardez ça avec de la hauteur, vous le voyez très bien, ne pas avoir de compte bancaire, c'est vous liquider, c'est vous tuer. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets, Virginie Joron. Objectivement, ils sont pas tous. Alors, j'ai bien noté que vous étiez en pleine forme et que vous étiez pas du tout déprimé, mais il y a quand même de quoi parfois être un peu accablé par cette atmosphère. C'est ce que j'ai dit en introduction. Et moi, je note aussi avec nos téléspectateurs, mais pas seulement, aussi dans la population générale, une espèce de d'inquiétude permanente quant à la dépossession de son propre destin, une forme de défiance à l'égard des dirigeants politiques, bien sûr, que ceux-ci déplorent, hein, d'ailleurs, sans voir les causes, bien entendu, une sorte de défiance permanente à l'égard de la justice, on comprend bien pourquoi, hein, on l'a vu, et quelque part, et je voudrais vraiment que mes propos soient bien compris et qu'ils dépassent pas ma pensée précisément dans la pensée des autres. Quand on voit la disparition, par exemple, du député Marlex cette semaine, qui était un lanceur d'alerte avec un combat pour la France chevillée au corps, comme il s'était engagé dans le combat pour dénoncer le pacte de corruption, disait-il, hein, sur Alstom et General Electric, un pacte de corruption où était mêlé évidemment Emmanuel Macron. Quand on a vu la disparition de ce spécialiste du renseignement, Éric Dénessé. Et mon propos, encore une fois, n'est pas du tout de dire que les suicides qui ont été annoncés ne sont pas des suicides, c'est pas du tout la question. Et les familles sont trop en souffrance pour que nous ouvrions ce débat sur lequel on n'a absolument pas d'éléments. Mais par contre, le regard que portent les Français sur ces disparitions qui sont systématiquement prises comme non, c'est certainement pas un suicide, non, c'est forcément quelqu'un qui a été assassiné, etc., etc. Ça dit quelque chose en revanche de la société, de cette incapacité maintenant que les Français ont à croire ce qui leur est dit, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, je ne sais pas. Mais comment vous voyez ça, vous, en tant qu'élu du peuple, tout simplement? Déjà, par rapport à la question de savoir dans l'inquiétude dans laquelle nous sommes, je comprends en fait le message. Mais après, c'est une façon de voir aussi le verre à moitié plein, à moitié vide. Et c'est vrai que ça peut, quand on voit effectivement tous ces combats, cette injustice, là encore une fois pour nous, Rassemblement national, mais aussi voilà ces suicides, je les ai vus avec effroi, et même dans la mort de Michel Rivasi, je me suis posé des questions. Je peux comprendre l'inquiétude des citoyens, et moi mon rôle c'est aussi de montrer qu'il y a une résistance qui est là. Je le vois parce que je reçois beaucoup de messages de soutien dans la rue. Encore une fois, des fois on me reconnaît, on me remercie, et c'est vrai que ça permet pour certains de se dire qu'il y a encore des gens qui sont là pour combattre, pour ne pas se laisser faire. Et pour moi, c'est important de leur dire, et même moi, je veux dire, je fais partie des gens, vous essayez de me noyer, et bien au contraire, je vais déployer plus de force pour ne pas me noyer. Je peux comprendre qu'après, d'autres personnes, je pense à M. Densey, même si je ne connaissais pas, et pareil que vous, je n'en sais rien. Pourquoi on pousse les gens au suicide? C'est ça aussi. Pourquoi on pousse les gens au suicide? C'est vrai qu'on est dans un système déprimant. Et déprimant, mais c'est vrai parce que rien ne fonctionne, on paye des impôts, on travaille, voilà, je vais pas vous le refaire en quelques secondes, l'insécurité, on vous dit voilà, des gens comme ça aussi au Van der Leyen ne sont pas, ils sont comment dire, impliqués jusqu'au bout, et puis la justice n'est pas au rendez-vous, pareil pour Monsieur Véran, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est que nous, on continue le combat. Même si moi, ils me coupent les pieds, même, ils m'ont enlevé mon compte bancaire, on continue. Et c'est important de savoir qu'il y en a beaucoup d'autres dans l'ombre qui nous soutiennent et qui, voilà, certains, comme je vous l'ai dit, nous font des dons. Et je les remercie parce que ça nous permet, même s'ils font pas de dons, un merci, on est avec vous, continuez, ça suffit pour qu'on continue le combat. Parce qu'il faut pas, effectivement, baisser les bras, et je sais que je fais peut-être partie modestement de ces gens comme vous, on le fait pour eux, et c'est vrai que c'est cette énergie-là en fait qu'on partage qui va essayer de résister à ce mouvement qui est pour moi aux abois, parce que on voit bien ça se fissure de partout,
Et je regrette que certains, bon voilà, voilà, c'est tellement particulier le suicide que je ne juge pas, je ne peux pas savoir, mais ça fait partie effectivement pour certains de voilà, j'en ai marre, on laisse tomber, stop, on veut fermer la lumière. Je l'entends et je peux le comprendre. Mais je pense que c'est pas terminé, c'est que le début. Et voilà, il suffit de trouver sa place au bon moment et continuer ce qu'on a à faire. Vous l'avez ici avec ce média qui est TV Liberté et c'est pas non sans mal que vous continuez votre combat. Hein, l'information, la réinformation. Moi, à mon petit niveau au sein du Parlement européen, on a essayé de faire quelque chose avec la motion, mais on va continuer. Et puis j'ai envie de dire aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu de sortir de la France. Parce qu'effectivement, dès que vous sortez de la France, il n'y a pas la même chape de plomb. C'est-à-dire qu'ils ont, et ça c'est intéressant de voir, dans des pays où il n'y a pas à manger, j'étais en Nigeria, où ils n'ont pas d'eau, il y a pas accès à l'électricité, les gens ils vivent bien, même si il y a rien, ils vivent sur. Non mais vraiment, je l'ai vu quand j'ai fait une observation d'élection en Nigeria il y a 2 ans, et ça m'a choquée. Parce que Vous ne devriez pas dire ça parce que Emmanuel Macron va vous entendre, il va se dire on peut encore plus leur couper les vivres, ils vont être contents. Non, mais c'est pour dire que on a tout quand même en France. On est quand même, enfin, on a un pays merveilleux. On essaie de nous enlever le maximum, mais c'est parce qu'en fait c'est volontaire en fait. C'est un état d'esprit qui fait qu'il faut. C'est comme durant la pandémie Covid, nous mettre sous cloche pour bien nous contrôler. Et je le compare avec d'autres pays où il y a d'autres problématiques, mais les gens, vous voyez, ils sont passés au-dessus. Ils sont passés au-dessus et je pense que ça, après, c'est une force qu'on a en nous et qu'il faut continuer à garder, même si ça a l'air facile comme ça. Mais chaque petite action, comme là, nous, la motion, pour moi, c'est une victoire et on va continuer. Là, le fait qu'on soit attaqué par le parquet, là, au niveau européen, ils essaient de nous chercher des poux parce qu'on a versé, moi, c'est ce que je dis, hein, effectivement, moi aussi, j'ai fait un don à une association pour le refuge de chats et de chiens. Écoutez, ils peuvent me condamner, je continuerai à en faire. Cette émission pourra prouver que vous aimez les chats, hein, donc. Oui, les chats. Effectivement. Donc, ce qui compte, c'est de continuer quoi qu'il arrive, et après. Et de pas se laisser abattre. Des fois, la justice divine, je veux aller, on va lui dire. Et de pas se laisser abattre, tout simplement. Ouais, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Merci Virginie Joron, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions sur TV Liberté pour le Samedi Politique. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous l'avez déjà commenté, que vous l'avez déjà relayé. Et puis, bien sûr, le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. À la semaine prochaine.